Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 28 février 2022 et on va faire un point sur la fin de semaine dernière. Une semaine très agitée parce que nous avons vu donc une crainte majeure, une crainte de marché se matérialiser, notamment une attaque de la Russie sur l'Ukraine. Il s'en est donc suivi un repli considérable des actifs risqués d'une manière générale et une hausse des matières premières, les matières premières donc qui sont produites par la Russie. Il y a de l'énergie, du gaz naturel et du pétrole, mais il y a également des matières premières agricoles comme le maïs, le blé. Il y a aussi des métaux comme le palladium, le platine, l'or et j'en passe. Donc tout ce qui est produit par la Russie a augmenté, une forte hausse, et tous les actifs risqués se sont repliés, et l'or est produit par la Russie et bénéficie également de son statut de valeur refuge. On va en parler. Alors avant ça, on fait un point sur la fin de semaine dernière avec des indices boursiers européens qui ont terminé donc la séance de vendredi dans le vert. Il y a eu un rebond après la baisse des cours de jeudi, jour de l'invasion. Et donc concrètement, les investisseurs ont estimé à ce moment-là que les nouvelles sanctions imposées par l'Occident pourraient avoir un impact limité sur l'économie mondiale. Alors ça a changé depuis. Il y a eu de nouvelles sanctions jugées plus sévères et donc qui seront appliquées. Alors malgré une séance favorable, les indices boursiers européens ont été pénalisés d'un point de vue hebdomadaire la semaine dernière. Le DAX a perdu 3,1%, donc sur toute la semaine. Alors la guerre en Ukraine s'est intensifiée en fin de semaine dernière. Les troupes russes sont entrées dans la capitale ukrainienne, Kiev, et ont poursuivi leurs attaques sur d'autres fronts. Mais se sont heurtés à une résistance plutôt farouche de l'armée ukrainienne qui a réussi à infliger des pertes considérables, importantes à ses assaillants. Alors concernant les dernières nouvelles, parce que vous en doutez, il y en a eu pendant le week-end, on notera que les États-Unis et l'Union européenne ont décidé d'imposer des sanctions plus sévères à la Russie et à sa capacité à financer la guerre. Les alliés ont annoncé qu'une partie des banques russes qui ne participent pas au financement de l'énergie seront exclues de SWIFT, tandis que les actifs de la Banque centrale de Russie ont été gelés. Alors c'était vraiment la sanction ultime qui était mise sur le tapis, l'exclusion de SWIFT. Mais le problème, si on exclut la Russie de SWIFT d'une manière générale, globalement, sans mettre d'exception, cela nous fermerait la porte aux matières premières russes, et donc on pourrait payer le prix fort. Et c'est pour ça que l'on a ciblé uniquement les banques russes qui ne participent pas au financement d'énergie. Alors dans ce contexte-là, le rouble s'est effondré après que l'Occident a pris pour cible le secteur financier russe. Le dollar américain contre le rouble a entamé cette nouvelle semaine près de 120 contre environ 82 à la clôture de la semaine dernière. D'un autre côté, la BCE, la Banque centrale européenne, estime que l'unité européenne de la banque d'État russe Sberbank risque de faire faillite suite aux sanctions. Et on notera également le fonds souverain norvégien qui va se défaire de sa position de 2,83 milliards de dollars qu'il détient dans les actions et obligations russes. BP a également annoncé qu'elle allait se défaire entièrement de sa participation dans la société russe Rosneft, ce qui représente 25 milliards de dollars. Donc l'Occident qui tourne le dos à la Russie, des combats en Ukraine qui se sont poursuivis pendant le week-end. Selon les médias, l'offensive russe serait un échec. L'armée russe, visiblement, n'est pas en mesure de prendre des positions importantes. Elle ne l'a pas fait au cours du week-end. On notera tout de même que la Biélorussie a voté par référendum pour modifier sa loi et autoriser l'installation d'ogives nucléaires russes sur son territoire. La communauté internationale affirme que ces votes ont été falsifiés. On notera également que des avions de chasse et des roquettes russes ont été lancés contre l'Ukraine depuis le territoire biélorusse. Et selon certains médias, le Biélorusse se joindra officiellement à l'invasion aujourd'hui et enverra ses troupes en Ukraine. Alors, d'un autre côté, concernant les pourparlers, les délégations russes et ukrainiennes sont arrivées sur les lieux où ils devaient se rencontrer, donc près de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. On notera d'un autre côté que selon le UK Times, 400 mercenaires russes ont été déployés à Kiev avec pour mission d'assassiner le président ukrainien. Et d'un autre côté, Poutine qui sort cette menace nucléaire en ordonnant aux forces de dissuasion nucléaire d'être en état de préparation. Heureusement que d'un autre côté, il y a de nombreux pays européens qui annoncent une aide à l'Ukraine au cours du week-end, notamment une aide militaire et humanitaire. Donc voilà
Concrètement, pour les différentes news, beaucoup de choses, bien entendu. On voit que la tension est croissante. Il n'y a pas de réelle accalmie pour le moment. Ce qu'il faut retenir, ce sont ces nouvelles sanctions, notamment l'exclusion de SWIFT. Or, les banques impliquées dans les matières premières. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Borrell, a déclaré qu'environ la moitié des réserves financières des banques centrales russes seront gelées à la suite des nouvelles sanctions. Donc des nouvelles sanctions qui visent à faire mal la Russie, qui visent à empêcher Vladimir Poutine financer sa guerre, mais il ne reste que ces matières premières qui représentent une part importante du revenu de la Russie, des dépenses budgétaires de la Russie. Il me semble que ça représente un tiers. Les matières premières qui sont vendues à l'Union européenne représentent un tiers des recettes budgétaires de la Russie. Donc voilà pour le contexte général. Concernant Wall Street, il y a eu également vendredi un rebond. Et ce qui joue également, c'est la prochaine hausse des taux d'intérêt pour justement juguler l'inflation et l'évolution justement de la guerre Russie-Ukraine. Ce sont les deux choses qui agissent à l'heure actuelle à Wall Street. Alors justement, concernant la probabilité d'une hausse de 0,5% en mars, cette probabilité diminue. Pourquoi ? Parce que justement à cause de ces risques géopolitiques en Europe de l'Est, donc on estime de moins en moins probable une hausse de 0,5%, justement malgré les pressions inflationnistes. Donc on notera justement que le PCE Core, la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine, a augmenté à 5,2% en glissement annuel. C'était supérieur aux attentes de 5,1%. Sur les matières premières, on s'est replié vendredi. Il y a eu une sorte de prise de bénéfices. Il y a eu également une faiblesse du dollar qui a favorisé cela et la hausse des rendements du trésor. Le 10 ans américain est revenu à 2% et donc l'or est repassé sous les 1900 dollars l'once. À l'heure actuelle, l'or est à 1899 très exactement. Donc voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché plutôt fourni. Et d'ailleurs, il faut noter que la Banque centrale de Russie interdit aux courtiers nationaux d'accepter des ordres de vente de titres russes de la part d'investisseurs étrangers. Et le lancement de la session boursière russe a été reporté de 8h à 13h. Voilà, je pense que j'ai réussi enfin à vous donner l'essentiel de l'information. Je sais, ça fait beaucoup. On garde en tête simplement SWIFT. On garde en tête que il n'y a plus possibilité de shorter, de vendre l'indice russe. L'indice russe est suspendu. Donc grosso modo, c'est tout ce qu'il faut, garder en tête pour le moment, et on reste à l'écoute des prochaines actualités. On vous tient informé comme d'habitude sur l'onglet actualité. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. On commence par le DAX. Alors vous voyez ici, on est allé chercher justement, on allait se placer sous les 14 000 points. On est allé aux environs des 13 900 points avant de se reprendre. Alors on est toujours au-dessus, mais attention, on pourrait aller casser les 13 660 points pour aller finaliser cette projection d'Osoda E. C'est toujours un objectif d'actualité. On est toujours dans le nuage hebdomadaire. Donc, ce qui est important ici, c'est de garder en tête que nous ne sommes pas parvenus, le DAX n'est pas parvenu à réintégrer la figure chartiste. Donc, les perspectives baissières sont largement d'actualité et l'objectif, nous l'avons, c'est la projection d'Osoda E. Et on notera au passage que nous sommes ici sous les 50 et donc nous le savons suffisamment bien, tant qu'on est en dessous de ce seuil de neutralité, les perspectives sont baissières. Une cassure de ce seuil des 50 pourrait annoncer une reprise haussière. D'un point de vue H4, ça ne nous donne pas grand-chose, pas d'informations supplémentaires. On remarquera le gap baissier, c'est bien entendu le conflit qui s'est intensifié pendant le week-end. Alors le DAX, vous voyez ici comme on a résisté à passer en territoire de bear market. Je vous rappelle qu'à partir de là, nous sommes en bear market, c'est-à-dire en repli de plus de 20% depuis les récents sommets. Donc là, on est toujours en territoire de correction. On est dans la zone jaune. Pardon, à partir du moment où on passe dans cette zone orange, nous sommes officiellement en bear market. Donc le Nasdaq résiste, ça pourrait ne pas durer. Il y a une tension croissante et le conflit
ne semble pas s'apaiser, ne devrait pas s'apaiser cette semaine. D'un point de vue H4, comme on peut le voir ici, on s'attaque au nuage et donc on peut imaginer que le nuage pourrait faire office de résistance. Grosso modo, on peut éventuellement tracer une oblique baissière ici et effectivement, il faudrait se hisser au-dessus de cette oblique baissière pour envisager des perspectives, de nouvelles perspectives de hausse. Mais donc pour cela, il faudra casser cette Kijun qui est, je vous le rappelle, la Kijun journalière qu'on retrouve sur ce graphique H4, mais qu'on peut retrouver aussi, bien entendu, sur ce graphique journalier. La voici. S&P 500. Petit rebond de début de séance, mais voyez à l'image du Nasdaq, on va rencontrer un nuage qui est renforcé par la Kijun journalier, 4340 points. Le Dow Jones aussi, Kijun ici à 33 958, 33 960, c'est la résistance à aller chercher qui pourrait stopper toute tentative haussière. Donc ça c'est du journalier, voyez en données H4. Pareil, un nuage renforcé par une Kijun. Donc voilà pour les indices boursiers. On passe à présent sur les crypto-monnaies qui rebondissent également en ce début de séance européenne. Vous voyez, on n'est pas sorti du nuage ici concernant le Bitcoin. Mais ce qu'on attend plus largement, vous remarquerez une zone très importante concernant le Bitcoin et c'est ici. Zone extrêmement importante, on retrouve tous les éléments techniques se sont regroupés à ce niveau-là. On retrouve l'oblique baissière qui relie les différents sommets, on retrouve le nuage et donc la SSB ici, ce palier, cette résistance des 42 490 dollars et on retrouve également la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Donc autant vous dire que si on passe à 43 000 dollars, je pense que c'est réellement le départ d'une reprise haussière des crypto-monnaies et on sera bien parti pour effacer la majorité de la baisse, parce que la projection de Soda est à 58 800 dollars environ. C'est une projection E. Pourquoi E? Parce que ici on a notre vague ABC. Et vous voyez, le retrait baissier est supérieur à la moitié de la hausse AB, donc c'est une projection E. Donc voilà ici un niveau très important à surveiller pour le Bitcoin, les 43 000 dollars environ, plus largement, plus précisément 42 500. Si on passe au-dessus, je pense que cet épisode baissier sera un lointain souvenir pour le Bitcoin. En données H1, on tente de ne pas sortir par le bas du nuage, vous voyez, on essaie de réintégrer, on teste la Kijun, belle reprise haussière de ce début de séance européenne. Alors peut-être très rapidement en mensuel, vous voyez ce que l'on a évité en mensuel avec la baisse de la semaine dernière, on a évité de passer sous l'oblique haussière qui relie les différents creux ici et qui les relie depuis 2011. C'est un graphique en échelle logarithmique, ça nous permet d'avoir une meilleure visualisation des prix. Et donc, on était vraiment à un niveau critique lorsqu'on était aux alentours des 34 000 dollars. Mais on évite cela et on retrace. Donc, petite parenthèse, je viens d'y penser. Donc, cela étant dit, vous voyez, l'Ether, lui, est en dehors de son nuage en données journalières. Il faut le réintégrer ici. Ce n'est pas comme le Bitcoin concernant l'Ether. On n'a pas tous les éléments Ishimoku qui se sont réunis à un seul endroit. Je reviens rapidement sur le Bitcoin en données journalières. Vous voyez, c'est ici pour le Bitcoin. Pour l'Ether, c'est différent. On a une première barrière qui est composée de la Kijun à 2800 dollars environ jusqu'à 2870, c'est-à-dire jusqu'à la moyenne mobile simple ici à 50 périodes. Ensuite, il y aura une prochaine résistance à 3150 dollars et c'est à ce moment-là qu'on pourrait espérer une réelle reprise haussière. En revanche, si on n'atteint pas ce niveau à la mi-mars, le palier s'abaisse aux alentours du seuil psychologique des 3000 dollars ici. On peut le retrouver. Donc, vous voyez cette petite différence entre l'Ethereum et le Bitcoin. On notera que lorsqu'il y a des reprises haussières ou des replis, l'Ethereum fait plus. Si le Bitcoin gagne 5%, l'Ethereum en gagne 8%. Si le Bitcoin perd 5%, l'Ethereum en perd 8, voire 9%. Donc ici,
C'est pour ça qu'il y a quelques différences concernant Ishimoku. Donc voilà, on peut passer à présent sur le compartiment des matières premières. Beaucoup de choses sur le compartiment des matières premières, bien entendu. Vous voyez ici ce beau signal hebdo, on en avait parlé à maintes reprises. Donc visiblement, la voie est ouverte, la porte est ouverte pour les records historiques aux alentours des $2080 l'once. Alors ici, on est toujours sous le retracement de Fibo à 61,8%, les $1922. C'est le prochain niveau à franchir après bien sûr après s'être installé au-dessus des $1900 l'once. C'est pas encore gagné parce que s'il y a si un compromis est trouvé et que cela met fin au conflit, effectivement on peut s'attendre à un repli considérable des cours du gold pour aller chercher les $1840 l'once. On revient ici concrètement 1840, 1850. Donc il faut réussir à s'installer au-dessus des $1900 l'once. Ensuite ce sera les 1922, 1925 l'once pour espérer poursuivre et aller s'installer aux alentours des 1965, soit les sommets ici de janvier 2021. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là. Alors en données H4, on notera qu'il y a un nuage ici en support, un nuage qui vient se redresser et cela plaide en faveur d'une poursuite haussière. Donc c'est simplement un argument supplémentaire en vue d'une prochaine hausse. Le pétrole, donc qui s'est éloigné des $100 le baril, mais vous voyez, le WTI l'a atteint, le WTI l'a fait, et si ça continue, le WTI devrait s'installer au-dessus, voire même aller chercher les $120 le baril très prochainement, le Brent même jusqu'à $125. Donc en données H4, comme on peut le voir, beaucoup de volatilité ici, on est au-dessus de tout élément en données H4, donc concrètement à l'heure actuelle tout l'enjeu c'est de se hisser au-dessus des 99 voire $100 le baril pour le WTI pour construire la prochaine hausse en direction éventuellement des $120 le baril. Alors le gaz naturel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une explosion des prix du gaz naturel européen. Alors, il y a une différence de cotation entre le gaz naturel européen et le gaz naturel américain. Ici, devant vous, c'est le gaz naturel américain qui a bien résisté. Grâce à quoi? Grâce à la météo clémente cet hiver. Mais là, peut-être que les choses vont changer. Alors, le gaz naturel européen, il me semble, a augmenté de 30% lors de ces dernières heures. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est seulement 20%, mais tout ça pour vous dire que ça intervient à un moment où les cours du gaz naturel américain sont en train de sortir par le haut du nuage, sans difficulté, parce que c'est le nuage en quelque sorte qui se retire, mais là, effectivement, on pourrait aller retrouver le seuil psychologique des 5 très rapidement sur le gaz naturel américain, et à partir de ce moment-là, redémarrer, reconstruire quelque chose à la hausse. Et la cible, ce qui nous donnerait le top départ, ce sont les 5,560. Donc je pense qu'on est que c'est parti pour le gaz naturel américain très bientôt. En tout cas, au vu du gaz naturel européen, hausse il y aura de ce côté-là, mais maintenant, est-ce qu'elle va perdurer? Parce que on a eu des bull traps sur le gaz naturel américain, mais cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. On a beaucoup moins de résistance, on sort du nuage et on a une lagging span qui a une petite marge de manœuvre, 8% de manœuvre pour aller chercher, se rapprocher du seuil psychologique des 5. 4,935 très exactement. Donc voilà pour le gaz naturel. Alors le blé, vous voyez tout d'abord ce graphique mensuel qu'on suit depuis de nombreux mois maintenant, depuis, il me semble, depuis un an pratiquement, et on allait chercher les précédents sommets ici de 2012 avant de se retirer quelque peu. Vous voyez le blé en données journalières, on en parle depuis très longtemps le blé, et donc on a surpassé la projection de Soda D, on revient dessus, et là on est aux alentours des 900, une hausse qui devrait se poursuivre sur le blé, mais également sur le maïs. D'ailleurs c'est très intéressant sur le maïs, c'est dommage que je n'ai pas suivi de très près, parce qu'on avait indiqué il y a quelques mois de cela, ici, un broadening pattern, un borderline, pardon. Un borderline, c'est-à-dire un double creux avec moins de 26 séances entre les creux A et B. Et vous voyez comme on est allé chercher E3 ici.
très très bel exemple. Vous voyez la hausse du maïs qui a été régulière jusqu'à E3. Et à partir du moment où on a atteint E3, on s'est replié. Alors certes, il y a eu le conflit en Ukraine, mais le moment où on avait tracé ce A et ce B avec ce 26 jours ici, on était bien loin d'imaginer une guerre en Ukraine. Hein. Et, il me semble que c'était à la fin d'année 2021, aux alentours du mois de novembre, lorsqu'on s'est intéressé à ce pattern. Il faudrait que je retrouve le Good Morning Market où on en avait parlé, mais en tout cas, vous voyez, on y est, on a atteint E3 sur le maïs. Donc dans ce cas-là, le borderline, effectivement, nous avait donné un objectif des mois avant, donc ici c'était une hausse de quasi 30%, hein, qui était pas assurée, parce que je vous rappelle que lors d'un borderline, on atteint E1 avec une forte probabilité, E2 c'est moins probable, E3 beaucoup moins probable. Cette fois-ci, ça a été E3. On passe à présent sur le compartiment d'échange, sur le Forex. Alors, tout d'abord, le billet vert, hein, vous voyez, on a eu une mèche supérieure sur le billet vert. On est sur des sommets pour le moment. Et belle reprise haussière du billet vert, un billet vert qui devrait continuer de se renforcer. Et cela entraîne l'euro-dollar, en net repli. On est aux alentours des 1,1190. On va essayer de se hisser au-dessus des 1,1197 aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver? Pas si sûr de cela. En tout cas, je pense le scénario des indices pour l'euro-dollar devrait se réaliser et cela donc annule complètement ce scénario haussier pour le câble, pour le GBP/USD qui s'est à nouveau effondré, hein, qui tente d'effacer une partie des baisses à l'heure actuelle. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Alors, cet après-midi, je vous publie une autre vidéo, hein, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y aura des mises à jour fréquentes. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à les consulter. Hein. C'était des vidéos, ce n'était pas des Good Morning Market, c'était des vidéos qui étaient dédiées à cela. Et donc, je ne répète pas les mêmes choses, hein, dans ces vidéos. On va voir à nouveau de nouveaux éléments cet après-midi. Hein. Donc, pour ceux qui souhaiteraient comprendre l'impact de ce conflit dans le détail, n'hésitez pas à répondre présent cet après-midi. Hein. Ce sera tout simplement comment le conflit en Ukraine va-t-il affecter l'économie et les marchés. Dans un premier temps, on va parler de l'économie d'une manière générale, donc la part du commerce entre la Russie et l'Ukraine. On va parler de la hausse des prix des matières premières qui est une menace pour l'économie. On va essayer de voir pourquoi l'Europe souffrira en matière de logistique. Hein, ça c'est dans un premier temps. Ensuite, on va aborder le marché action. On va essayer de voir, on va voir effectivement que Wall Street reste surévalué, que le marché russe est sous-évalué. On va essayer de voir les indicateurs de sentiment éventuellement, et on va parler de la politique monétaire de la Fed, et nous allons terminer par les matières premières et le marché d'échange. Donc voilà pour le programme de cet après-midi. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour la prochaine vidéo. Au revoir.